En tant qu'enseignants, nous n'essayons pas d'expliquer des savoirs à des ignorants, ce que fait beaucoup de méthodes. Mais nous essayons d'inspirer des humains afin qu'ils s'impliquent. Et donc ça, c'est toute la réflexion de l'anthropologue dont je vous parlais tantôt, Tim Ingold, qui a écrit un livre. Lui, il enseigne en faisant les choses, pas un cours ex cathedra. Voilà, et donc, pour lui, l'important, c'est vraiment d'amener les personnes à prendre soin d'eux-mêmes, de leur environnement, et développer une capacité à être attentifs. Et donc, pour lui, l'anthropologie et l'éducation, c'est la même chose. Il a écrit un livre, L'anthropologie comme éducation. L'anthropologie, moi, j'ai bien aimé parce qu'on va sur le terrain. On part sur le terrain et on part du terrain. On a un cadre minimum, on doit avoir une idée assez vague de ce qu'on cherche, mais on doit s'immerger. On doit s'immerger, on doit être avec le groupe qu'on va étudier, et puis on doit donner la parole. Donc on doit donner la parole et développer une grande capacité d'écouter. Et puis à un moment donné, ça va basculer, quand on a recueilli la parole des autres, on va commencer à l'analyser, on va prendre la parole. Et puis éventuellement, on peut faire un essai de théorisation, c'est ce que j'ai fait dans la modélisation, on peut s'arrêter à chaque étape. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller dans les bibliothèques et on va appliquer dans les bibliothèques ce qu'on a fait sur son terrain. La même chose, le même principe que sur les terrains. Et puis on voit d'autres qui ont déjà travaillé sur le sujet et éventuellement on pose des balises, le travail qu'on a fait et ce que les autres ont fait. Donc on n'a pas la prétention de faire système, juste de poser des balises, un essai de théorisation en partant sur le terrain, en partant du terrain, en s'immergeant, donnant la parole, en écoutant, etc. Et donc ici, dans les problèmes que nous avons aujourd'hui, il y a nombre de limites qui sont déjà franchies. Donc certains ont peut-être entendu parler de Servigné-Stevens. Donc un de mes amis proches connaît bien Pablo Servigné. Donc il y a des années, au moment où on parlait de ça, la collapsologie. Donc c'est l'effondrement. Donc ce ne sera pas un effondrement d'un coup, ce sera probablement un effondrement progressif. On a un certain nombre de signes. Et donc c'est un professeur à l'université de Bruxelles, professeur de sciences, qui a quitté. Et donc il se dit chercheur interdépendant. Parce qu'il trouvait que le système, un peu comme disait Morin, c'est tellement cloisonné que ça en devient une multitude de savoirs ignares. Ça c'est Morin qui le dit. Et donc il dit, chacun étudie, un étudie la crise au niveau social, un autre au niveau climatique, un autre au niveau monétaire, un autre au niveau démographique. Et en fait, toutes ces crises sont liées et s'amplifient les unes les autres. Et il montre comment, dans chacune des crises, on a déjà passé, donc c'est un scientifique avec tout un tas de tableaux, de références à l'appui, comment on a déjà passé un certain nombre de seuils. Puis ils ont écrit un autre ouvrage, pour ne pas rester là-dessus, une autre fin est possible. Et donc là-dedans, ce qu'ils mettent en avant, c'est l'importance de l'imagination. Et je vous ai parlé tantôt, donc je me suis beaucoup intéressé, c'est ça que j'ai été quelques années à Paris 5, travailler sur l'imaginaire de la santé, l'imaginaire du corps. Donc en sociologie, plutôt que de faire des statistiques à la Bourdieu qui sont intéressantes, c'est voir dans l'imaginaire qu'est-ce qui se passe, parce que c'est ça qui va préfigurer la réalité. Et nous, on le sait bien, on ne va pas travailler avec la volonté, on va travailler avec l'imagination active. Et donc, dans l'alchimie occidentale, Jung explique que le secret du grand œuvre, c'est cette imagination active. Et donc, c'est ce que Servigné et Stevens disent, si on veut réouvrir des possibles, il faut travailler avec cette imagination. L'imagination, comme on le fait ici, avec cette imagination active, celle qu'on trouvait aussi. Et, voilà. Et donc, j'ai un podcast avec 70 épisodes, et je parle de cette idée-là, sur l'idée de cette transformation intérieure face aux multiples crises que nous vivons, c'est en accès libre. Trouver cette dimension de transcendance et de sacré. Et pour ça, je vous disais tantôt, les mythes, les rites, les symboles, ce que nous faisons, pour moi, ce sont des rituels. Le rite, c'est une remise en ordre.
Nous sommes un peu en chaos et puis on va, par nos gestes qui sont bien codifiés et tout, dans lequel on va s'impliquer, il y a cette remise en ordre de soi et de son environnement. Développer aussi des relations de confiance. Et donc, quand on est dans la compétition outrancière, donc quelqu'un comme Sennett, un sociologue, en fin de vie, a quelques ouvrages synthétiques, c'est ce que c'est la main. Donc c'est retrouver la façon de faire de l'artisan, c'est Kung Fu. Donc Kung, c'est l'idée de l'équerre de l'artisan qui réunit l'esprit dans la matière. Et pour Sennett, quand l'esprit et la main sont séparés, on est malheureux. Quand l'agir et le penser sont séparés, on est malheureux. Et donc c'est ce qu'on a ici partout. Dans ce que vous faites ici, la tête et le corps sont réunis, puisque vous faites à la fois un mémoire qui est le reflet de votre pratique. Et donc Sennett explique dans son deuxième livre, synthétique Ensemble, donc différentes façons d'avoir des rapports avec les autres. Et pour lui, ce qui est le plus intéressant, c'est quand il y a un équilibre entre compétition et coopération. Quand c'est un peu lunette rose, tout que coopération, ça a aussi un peu ses limites. Pour faire du feu, il faut quand même un peu frotter, amener un certain dynamisme. Et donc l'altruisme complet, ça a ses limites pour Sennett. Et malheureusement, ce qu'on trouve dans notre société, c'est la prédation extrême. Et donc on fonctionne avec le gagnant rafle tout. Voilà. Donc c'est retrouver donc des équilibres, et ces équilibres-là, on les trouve dans le collectif. Quand on travaille avec un partenaire, on le trouve avec un partenaire. Et ce qu'on connaît en Tai Chi, c'est le style Yang et le style Shen. J'ai eu la chance d'étudier bien sûr du Yang et du Shen, mais aussi du Sun, du Wu et du Wu Hao. Et donc, quand je regarde notre société, c'est une société de masse. Le style Yang, c'est le plus populaire, et c'est une société du spectacle. Le style Shen, c'est le plus spectaculaire. Ceux qui sont les érudits et les théoriciens, Shen, je suis né à la campagne, sont des gens de la campagne, il y a cette intelligence de la campagne, mais ils ne savaient ni lire ni écrire. Yang Shenfu, son premier livre, ses élèves l'ont brûlé parce que c'est, comment il s'appelle, celui qui est très connu aussi, un de ses élèves proches, qui a écrit son livre. Ceux qui sont les intellectuels et en même temps des praticiens d'un haut niveau, c'est les trois autres familles. Sun Lutang, qui était incroyable, craint comme combattant et respecté comme érudit. Ceux qui étaient d'une famille aristocratique et qui ont écrit tous les textes classiques du Tai Chi, c'est la famille Wu, donc Wu Hao. Et donc c'est un style beaucoup plus intériorisé, beaucoup plus compact. Et en fait, c'est intéressant de comprendre parce que celui qui est à l'origine de ça a vécu 1812, je regarde la date, 1880. Donc tout le 19e siècle en Chine, la deuxième partie du 19e siècle, c'était les guerres de l'opium. Donc la Chine était occupée par tout un tas de pays et tous des groupements un peu sectaires provoquaient le chaos à l'intérieur. Donc tout était en train de s'effondrer, c'est le collapse dont j'ai parlé tantôt. Et dans cette ambiance-là, ils ont essayé de préserver ce qui était toutes les richesses de cette société séculaire et millénaire pour mettre ça dans des formes qui pouvaient passer à ce moment-là, qui étaient des formes d'art de combat, mais il y a bien autre chose derrière. Puis l'idée qui a été reprise, comme les extrêmes orientaux ont un contact au corps différent, en réunifiant le corps, je participais à réunifier la nation. D'ailleurs, dans nos pratiques, c'est retrouver, réincorporer le corps pour reprendre contact avec le réel. Il y a aussi un certain type de discours, certains analysent ça, ce qu'on appelle l'oxymore, c'est-à-dire deux termes opposés dans une tradition. Tai Chi, c'est une oxymore, mais là, c'est une oxymore pour amener une réunification, mais certains hommes politiques sont devenus spécialistes avec voilà, tout ça qui ne veut rien dire, et on est de plus en plus désorienté, coupé du réel. Donc nos pratiques, c'est pas rien, nous relier au corps, mais en nous reliant au corps, c'est nous relier au réel, nous donne de l'énergie, parce qu'avec tout ce que nous vivons, il y a besoin du courage,
et d'être les guerriers dont j'ai parlé tantôt. Alors avant de parler de grande illumination, si on pouvait déjà retrouver un peu de lucidité. Puis s'engager avec le cœur, le courage et la conscience. Et surtout ne pas fétichiser nos pratiques. Voilà, je vous remercie.